Bonjour à toutes et à tous, et un immense merci de nous rejoindre aujourd'hui pour cette conversation intime et, je l'espère, éclairante. Nous allons nous aventurer ensemble sur un terrain parfois miné, celui de la communication au sein de nos familles, de nos cercles d'amis les plus proches, un terrain qui devient particulièrement sensible et complexe lorsque nous avons la chance d'avancer en âge, au-delà de ce cap symbolique des 65 ans, et que les dynamiques relationnelles, les rôles et les attentes évoluent inévitablement. Nous allons décortiquer avec soin et sans jugement ces phrases, ces tournures de langage, ces attitudes verbales que nous, en tant que seniors, pouvons parfois adopter avec les intentions les plus pures, les plus nobles, des phrases qui, dans notre esprit et dans notre cœur, sont l'expression même de notre amour inconditionnel, de notre sollicitude la plus tendre, d'une inquiétude profonde et sincère pour le bien-être de nos enfants devenus adultes, de nos petits-enfants qui grandissent si vite, ou même de notre conjoint avec qui nous avons partagé tant d'années. Pourtant, et c'est là toute la subtilité et la douleur potentielle de la situation, sans que nous en ayons toujours une conscience claire et immédiate, sans la moindre once de malice ou de volonté de nuire de notre part, ces mêmes paroles, ces mêmes intonations peuvent involontairement, mais profondément, blesser, frustrer, irriter, culpabiliser ou mettre terriblement mal à l'aise ceux que nous chérissons le plus au monde. L'objectif de notre échange d'aujourd'hui, je tiens à le souligner avec force, n'est absolument pas de distribuer des blâmes, de pointer du doigt des coupables ou de faire naître un sentiment de culpabilité. Je suis intimement convaincu que l'amour le plus sincère, le souci désintéressé de l'autre et un désir authentique d'aider, de protéger, sont presque toujours les moteurs de ces expressions parfois maladroites. Il s'agit bien plutôt d'une invitation collective, humble et respectueuse, à développer une conscience plus fine, plus aiguisée, de l'impact potentiel et réel de nos paroles, à tenter de comprendre avec une empathie renouvelée comment nos mots peuvent être perçus, ressentis et interprétés par l'autre génération, qui vit dans un monde et avec des codes souvent différents des nôtres. Et, à partir de cette compréhension, de chercher ensemble, avec créativité et bienveillance, des manières plus ajustées, plus délicates, plus respectueuses, de communiquer notre affection indéfectible et notre soutien indéfectible, des manières qui soient véritablement constructives, qui honorent les sentiments de chacun et qui respectent scrupuleusement l'autonomie et la dignité de nos proches. Car bien vieillir, mes chers amis, ce n'est pas seulement entretenir sa santé physique ou ses capacités cognitives, c'est aussi, et peut-être de manière encore plus cruciale, savoir adapter sa communication, affiner son intelligence émotionnelle pour cultiver et entretenir des liens familiaux et amicaux qui soient harmonieux, riches, nourrissants et profondément épanouissants pour toutes les parties prenantes. La première phrase, celle que nous allons examiner en profondeur, est sans doute l'une des plus répandues et des plus emblématiques de cette dynamique. Elle est souvent prononcée avec une voix empreinte d'une profonde inquiétude, parfois même d'une certaine lassitude, et toujours avec ce désir sincère de ne pas être un poids, de ne pas déranger, de préserver son indépendance jusqu'au bout. Mais cette phrase, si elle est répétée à l'envi, peut devenir une source de grande souffrance et d'impuissance pour des enfants adultes qui voient leurs parents vieillir et qui s'inquiètent légitimement pour eux. Il s'agit de « ne t'inquiète surtout, mais alors surtout pas pour moi. Je t'assure que je me débrouille très bien tout seul. Je n'ai absolument besoin de rien. Tout va parfaitement bien. » À première vue, et c'est très souvent l'intention première et consciente de celui ou celle qui la prononce, cette phrase est une affirmation courageuse de son indépendance, de sa résilience, de sa capacité à faire face aux défis du quotidien. Une preuve de sa volonté farouche et admirable de ne pas devenir un fardeau pour ses enfants, qui ont déjà leur propre vie, leurs propres soucis, leurs propres charges. Et cette intention est en soi tout à fait louable, respectable et profondément compréhensible. Qui ne souhaiterait pas rester autonome le plus longtemps possible? Cependant, lorsque cette phrase devient une réponse quasi systématique, un refrain presque obsessionnel, surtout lorsque des difficultés réelles, objectives et parfois même visibles pour l'entourage existent, une santé qui se fragilise de manière évidente, une mobilité réduite, des oublis préoccupants, une solitude qui pèse lourdement, des tâches quotidiennes qui deviennent de véritables épreuves, elle peut être perçue par vos enfants, non pas comme une admirable preuve de force et de courage, mais plutôt comme un mur infranchissable, une porte blindée, un refus catégorique et définitif de leur aide, de leur soutien, de leur simple présence et de leur sollicitude aimante. Ils peuvent alors, et c'est une source de grande détresse pour eux, se sentir complètement exclus de votre vie, de vos préoccupations réelles,
se sentir douloureusement impuissant face à vos difficultés qu'ils perçoivent, mais que vous niez. Pire encore, ils pourraient commencer à penser, avec beaucoup de tristesse, que vous ne leur faites pas suffisamment confiance pour oser partager vos vulnérabilités, vos peurs, vos besoins, ou que vous minimisez délibérément, voire que vous leur mentez au sujet de leurs préoccupations pourtant légitimes, sincères et profondément aimantes. N'oubliez jamais, chers aînés, que vos enfants vous aiment d'un amour profond et que s'inquiéter pour vous, vouloir prendre soin de vous, est une manifestation naturelle, saine et souvent irrépressible de cet amour filial. En refusant obstinément, parfois avec une certaine irritation, toute forme de discussion ouverte et honnête sur vos besoins réels, ou en déclinant systématiquement toute offre d'aide, même la plus minime, la plus discrète, la plus respectueuse de votre autonomie, vous risquez involontairement mais sûrement de créer une distance douloureuse, un fossé d'incompréhension et de leur donner l'impression tenace et blessante que leur amour, leur soutien, leur présence et leurs efforts pour vous entourer ne sont pas les bienvenus, sont jugés inutiles, voire sont carrément rejetés. Il est tellement crucial pour la paix et l'harmonie des relations familiales de parvenir à trouver ce juste et délicat équilibre entre l'affirmation légitime et nécessaire de son autonomie chérie et la capacité, tout aussi importante, à accepter, avec grâce, humilité et reconnaissance, l'aide et l'affection de ses proches lorsque cela est réellement nécessaire, souhaitable ou simplement proposé avec un cœur ouvert et sincère. Peut-être, au lieu de cette fermeture systématique, pourriez-vous essayer une formule plus nuancée, plus ouverte, comme « C'est infiniment gentil de ta part de t'inquiéter pour moi, cela me touche énormément. Pour l'instant, je t'assure que j'arrive encore à gérer l'essentiel, mais je suis tellement rassuré et heureux de savoir que je peux compter sur toi si jamais j'ai besoin d'un coup de main. Ta présence et ton soutien sont déjà un grand réconfort pour moi. » Cela valide leur inquiétude, reconnaît leur amour, tout en préservant votre sentiment d'autonomie. La deuxième phrase, ou plutôt cette catégorie de remarques qui relève souvent d'un réflexe parental profondément ancré, celui de veiller sur sa progéniture quel que soit son âge, mais qui, répétées à l'envi et adressées à des enfants devenus adultes et autonomes, peuvent parfois être perçues comme infantilisantes, critiques ou même envahissantes et du type « Mon Dieu, tu as l'air tellement épuisé à ces temps-ci. Tu as des cernes jusqu'aux genoux. Est-ce que tu es sûr que tu manges correctement et suffisamment? Tu devrais vraiment lever le pied, te reposer davantage, tu vas finir par te rendre malade à force de te surmener comme ça. » Bien sûr, et il n'y a absolument aucun doute là-dessus, ce genre de remarque part presque toujours d'une excellente intention, d'un souci sincère, viscéral et profond pour la santé, le bien-être et l'équilibre de votre enfant. Quel parent ne s'est jamais inquiété de voir son fils ou sa fille courir dans tous les sens, jongler avec 1000 responsabilités et afficher des signes de fatigue évidents? C'est une réaction d'amour tout à fait naturelle. Mais imaginez-vous à la place de votre enfant adulte, qui est peut-être lui-même parent, qui doit gérer une carrière exigeante, les contraintes financières, les tracas du quotidien, et qui se bat pour maintenir un équilibre souvent précaire. Entendre ce genre de commentaires de manière répétée de la part de ses propres parents, même s'ils sont dits avec la plus grande tendresse, peut finir par sonner à ses oreilles comme un jugement implicite et dévalorisant sur sa capacité à gérer sa propre vie, ses propres choix, comme si on le considérait encore et toujours, malgré ses 30, 40 ou 50 ans, comme un adolescent un peu immature, incapable de prendre soin de lui-même de manière autonome et responsable. Cela peut aussi, parfois, être perçu, à tort ou à raison, comme une critique déguisée de son mode de vie. Tu travailles trop, tu ne sais pas t'organiser, de ses choix professionnels, ce métier t'épuise, ou de sa façon de gérer son quotidien et sa famille. Soyez pleinement assurés que vos enfants adultes sont, dans leur immense majorité, parfaitement conscients de leurs responsabilités, de leur niveau de fatigue et des défis considérables qu'ils rencontrent dans leur vie trépidante. Plutôt que de leur asséner des conseils non sollicités qui peuvent, malgré toute votre bienveillance, paraître condescendants, culpabilisants ou même agaçants, essayez peut-être de leur offrir un soutien plus concret, plus subtil et moins directif. Par exemple, je vois que tu as énormément de choses à gérer en ce moment, et j'imagine que ça doit être épuisant. Est-ce qu'il y a quelque chose de précis que je pourrais faire pour t'alléger un peu? Peut-être m'occuper des enfants un après-midi pour que tu puisses souffler, ou te préparer un bon petit plat que tu n'aurais plus qu'à réchauffer. Ou plus simplement encore, exprimer votre présence, votre écoute inconditionnelle et votre admiration pour leur courage.
Je suis vraiment admiratif, de tout ce que tu arrives à accomplir. Sache que si jamais tu as besoin de parler, de te confier ou juste de te changer les idées, ma porte et mes oreilles te sont toujours grandes ouvertes, sans jugement aucun. Une question ouverte et sincère comme « Comment te sens-tu vraiment, au fond de toi, en ce moment ?» Est-ce que tu arrives à prendre un peu de temps pour toi peut également ouvrir un dialogue beaucoup plus constructif, plus profond et plus respectueux de leur autonomie. Une troisième catégorie de phrases qui sont souvent prononcées avec une pointe de nostalgie pour une époque révolue, une certaine fierté, parfois un peu idéalisée, pour les épreuves surmontées à la dure, ou encore dans l'idée, tout à fait bienveillante au demeurant, de transmettre une expérience de vie jugée précieuse et universelle, mais qui peuvent involontairement et cruellement dévaloriser les choix, les efforts, les méthodes ou même les difficultés rencontrées par les plus jeunes, sont celles qui commencent immanquablement par des formules telles que « Ah, de mon temps, tu sais, on n'avait pas tout ça, et on faisait les choses comme ci ou comme ça, et ça marchait très bien, on ne se plaignait pas. » Ou bien « Franchement, si seulement tu voulais bien essayer de faire plutôt comme cela, comme je te l'ai déjà dit, tu verrais par toi-même, ce serait tellement plus simple, plus efficace, plus rapide. » Ces comparaisons fréquentes, et souvent peu flatteuses pour le présent, entre le passé, souvent enjolivées par le prisme de la mémoire, et la situation actuelle, où ces conseils très directifs, très prescriptifs, parfois même un peu péremptoires, basés sur votre propre expérience personnelle et vos propres valeurs, même s'ils sont, j'en suis absolument convaincu, remplis des meilleures intentions du monde et d'une sagesse chèrement acquise au fil des décennies, peuvent malheureusement être perçus par la jeune génération, vos enfants, vos petits-enfants, voire vos neveux et nièces, comme une critique implicite, voire ouverte, de leurs méthodes actuelles, de leurs décisions, de leur façon de penser, ou même de leur supposé manque de courage ou de résilience. Il est crucial de se rappeler que chaque génération, chaque époque, chaque individu fait face à des défis, des contextes socio-économiques, des pressions culturelles et des outils technologiques radicalement différents. Ce qui fonctionnait admirablement bien pour vous, dans un certain contexte, à une certaine période de votre vie, ne s'applique pas forcément de la même manière, ni avec la même efficacité aujourd'hui, dans un monde qui a connu des transformations vertigineuses et qui continue d'évoluer à une vitesse folle. Vos enfants ou vos petits-enfants pourraient alors, et ce serait fort dommage, avoir l'impression tenace que vous ne comprenez pas réellement leur réalité quotidienne, leurs contraintes spécifiques, leurs aspirations profondes, qu'ils se sentent constamment jugés, comparés défavorablement ou que vous ne respectez pas suffisamment leur intelligence, leur capacité à trouver leurs propres solutions, à faire leurs propres expériences, même si cela implique inévitablement de faire quelques erreurs en cours de route, erreurs qui sont d'ailleurs souvent très formatrices. Partager vos expériences vécues, vos leçons de vie, peut être un cadeau inestimable, un véritable trésor de transmission. Mais il est tellement important pour que ce cadeau soit bien reçu, de le faire sous forme de témoignages humbles, personnels et non jugeants. Moi, à ton âge, dans une situation un peu similaire, j'avais essayé telle ou telle chose. Et pour moi, à ce moment-là, ça avait plutôt bien fonctionné. Mais je suis conscient, que les choses sont peut-être très différentes pour toi aujourd'hui. Qu'en penses-tu? Sans jamais imposer votre vision, vos méthodes ou vos valeurs comme étant la seule et unique vérité valable et universelle. Montrez une réelle ouverture d'esprit, une curiosité sincère et respectueuse envers leurs propres approches, leurs propres réflexions, leurs propres innovations. Privilégiez peut-être des questions ouvertes qui stimulent à leur propre pensée critique. Comment envisages-tu de t'y prendre? Quelles sont les options que tu as explorées? Plutôt que le conseil descendant et directif. L'écoute active et la validation de leurs efforts, même s'ils diffèrent des vôtres, sont souvent bien plus constructives. La quatrième phrase, ou plutôt cette formulation qui peut sembler à première vue anodine, presque une formule de politesse convenue, un signe de délicatesse, mais qui, par sa construction même et sa répétition, peut exercer une pression émotionnelle involontaire, insidieuse et subtile sur votre interlocuteur, est celle qui commence souvent par « Excuse-moi de te solliciter encore, je sais que tu es très occupé, je ne voudrais surtout pas te déranger, mais… » suivi généralement d'une demande, d'une attente implicite, d'un besoin non clairement et directement formulé, ou même d'une plainte déguisée. Cette phrase, bien qu'elle témoigne indéniablement d'une certaine délicatesse, d'une conscience de l'autre et d'une volonté apparente de ne pas importuner, peut paradoxalement, et c'est là tout son venin caché,
mettre votre proche dans une position psychologiquement inconfortable, voire particulièrement délicate et culpabilisante. En commençant par vous excuser abondamment et par souligner que vous ne voulez surtout pas déranger, vous mettez justement et d'emblée l'accent sur le fait que votre demande, votre besoin ou votre simple envie de contact pourrait effectivement constituer un dérangement, une charge supplémentaire, une contrainte. Cela peut instantanément faire naître chez la personne un sentiment diffus de culpabilité, si elle se sent, pour des raisons légitimes. Un agenda surchargé, une fatigue passagère, des préoccupations personnelles, dans l'incapacité de répondre favorablement, immédiatement ou avec l'enthousiasme attendu à votre sollicitation. Elle peut aussi, à force d'entendre cette rengaine, avoir l'impression tenace et frustrante que vous n'osez jamais exprimer clairement, directement et simplement vos besoins ou vos attentes, ce qui peut engendrer de la confusion, de l'agacement, un sentiment d'impuissance de son côté, voire même une forme de ressentiment à bas bruit. Il est souvent tellement plus sain, plus respectueux et plus constructif pour la qualité de la relation d'exprimer vos besoins, vos souhaits, vos envies ou vos demandes de manière directe, simple, honnête et affirmée, tout en laissant explicitement et sincèrement à l'autre la pleine et entière liberté de répondre en fonction de ses propres contraintes du moment, de ses possibilités réelles, de ses priorités et de son propre désir, sans jamais le charger, même implicitement, d'un sentiment de culpabilité anticipée, d'une dette morale ou d'une obligation affective. Par exemple, au lieu de cette formule alambiquée et culpabilisante, pourquoi ne pas essayer une approche plus franche et plus légère comme « J'aimerais beaucoup passer un moment agréable avec toi prochainement ». Serais-tu disponible et d'accord pour que l'on se voie pour un café, un déjeuner ou une petite visite dans les jours ou les semaines qui viennent? Dis-moi simplement ce qui t'arrangerait le mieux, sans aucune pression de ma part. C'est plus clair, plus direct, plus affirmé, et cela laisse à l'autre une véritable marge de manœuvre, ce qui est beaucoup moins anxiogène et culpabilisant pour tout le monde. Cinquième type de remarque, ou plus souvent encore, de comportement et d'intervention, qui sont fréquemment motivés par un élan de générosité que l'on croit utile, un souci du détail parfois excessif, une volonté sincère de protection, d'efficacité ou de transmission d'un savoir-faire, mais qui peuvent, à la longue et par leur répétition, sérieusement saper la confiance en soi, le sentiment de compétence et l'autonomie de vos proches, intervenir constamment, de manière spontanée et non sollicitée, pour aider, alors que l'aide n'est pas demandée, pour améliorer, selon vos propres critères, pour corriger, parce que ce n'est pas fait comme il faut, ou pour prendre les choses en main concernant des tâches que vos enfants adultes ou vos petits-enfants sont en train d'accomplir, surtout, et c'est le point crucial, s'ils ne vous ont absolument rien demandé et s'ils semblent gérer la situation à leur manière. Cela peut prendre une multitude de formes, souvent insidieuses, refaire systématiquement et ostensiblement la vaisselle qu'ils viennent de terminer parce que les verres ne sont pas assez brillants ou les assiettes ne sont pas rangées dans le bon sens, réorganiser leur manière de ranger leurs placards, leurs tiroirs ou leurs documents administratifs parce que c'est beaucoup plus logique et fonctionnel comme ça. Donner des instructions détaillées, non sollicitées et souvent critiques sur la manière dont ils élèvent leurs propres enfants. Tu devrais être beaucoup plus ferme avec lui. Elle ne mange pas assez de légumes, tu devrais la forcer un peu. À son âge, il devrait déjà savoir faire ça. Critiquer subtilement mais régulièrement sous le couvert de bons conseils avisés ou de « c'est pour ton bien que je te dis ça ». Leur choix de carrière, ce métier n'a pas d'avenir. De partenaire amoureux, il, elle, n'est pas assez bien pour toi. De décoration intérieure, ces couleurs sont un peu tristes, non? Ou même de destination de vacances, c'est beaucoup trop cher, dangereux, loin. Même si votre intention première, au fond de vous, est réellement et sincèrement d'aider, de partager votre précieuse expérience, d'éviter qu'ils ne fassent que des erreurs que vous avez vous-même commises, ou de leur faciliter la vie, ces interventions répétées, intrusives et non désirées, peuvent être perçues, et souvent à juste titre, comme un manque flagrant et blessant de confiance en leurs capacités, en leur jugement, en leur intelligence. Elles peuvent être vécues comme une critique permanente et dévalorisante de leurs compétences, de leurs décisions ou de leur goût personnel, ou encore comme une intrusion inacceptable et étouffante dans leur sphère privée, leur intimité et leur autonomie d'adulte. Cela peut les amener, progressivement, à se sentir incompétents, constamment jugés, infantilisés, contrôlés, voire même à douter d'eux-mêmes, ce qui est extrêmement délétère pour l'estime de soi et pour la qualité de la relation que vous entretenez avec eux. Il est absolument essentiel, pour préserver leur confiance et leur affection, de respecter scrupuleusement leur autonomie, de leur faire confiance, même,
et surtout s'ils font les choses différemment de la manière dont vous les auriez faites. Et de n'offrir votre aide, vos conseils ou votre expertise que lorsqu'ils sont clairement et explicitement sollicités. Ou alors de le faire de manière extrêmement discrète, ponctuelle, respectueuse et toujours sous forme de suggestion, en leur laissant toujours la liberté entière et inconditionnelle de l'accepter, de la refuser ou de l'adapter à leur guise, sans jamais se sentir coupable, redevable ou critiqué. Un simple « si jamais tu as besoin d'un coup de main ou d'un avis, n'hésite surtout pas à me le demander, je serai là » est souvent bien plus apprécié et constructif. Et enfin, la 6e phrase, ou plutôt cette thématique récurrente et particulièrement sensible, qui est peut-être l'une des plus délicates, des plus complexes et des plus douloureuses à aborder dans les relations familiales, car elle touche à des émotions très profondes, très archaïques, comme la peur viscérale de la perte, le sentiment d'injustice, la solitude, l'angoisse de l'abandon et la culpabilité. Profitez bien de moi, de ma présence, tant que je suis encore là. On ne sait jamais ce que l'avenir nous réserve, ou des allusions fréquentes, directes ou indirectes, parfois même théâtrales, à votre propre finitude, à votre santé qui se dégrade, réellement ou supposément, à votre solitude pesante ou à votre grand âge, dans le but, conscient ou le plus souvent inconscient, d'obtenir quelque chose de vos proches, plus d'attention, plus de visites, plus de services, ou d'exprimer une déception, une frustration, un reproche déguisé face à un manque d'empressement ou d'affection perçue. Bien sûr, et il faut le reconnaître avec lucidité, la conscience de notre propre finitude, de la fragilité de la vie, est une réalité inéluctable de la condition humaine, une pensée qui nous traverse tous à un moment ou à un autre, et il est tout à fait normal, naturel et même sain d'y penser, d'en parler parfois avec ses proches, surtout en avançant significativement en âge. C'est une façon de se préparer, de transmettre, de dire les choses importantes. Cependant, utilisez cette réalité, même de manière involontaire, subtile ou détournée, comme un levier émotionnel, comme une forme de chantage affectif, pour exercer une sorte de pression morale ou psychologique sur vos proches, pour les faire culpabiliser s'ils ne peuvent pas, pour des raisons qui leur sont propres et souvent légitimes, vous accorder autant de temps, d'attention ou de disponibilité que vous le souhaiteriez ardemment, ou pour souligner de manière accusatrice leur supposé manque d'affection, d'intérêt ou d'empressement à votre égard, peut être extrêmement lourd, anxiogène et difficile à vivre pour eux. Cela risque fort de générer chez vos enfants ou petits-enfants un sentiment diffus mais tenace d'obligation, une pression constante, une angoisse de ne jamais en faire assez, une relation teintée de tristesse, d'inquiétude, de ressentiment et de culpabilité, plutôt qu'un désir sincère, spontané, joyeux et librement consenti de partager des moments de qualité, de complicité et de tendresse ensemble. N'oubliez jamais que vos proches vous aiment profondément et que la simple pensée de vous perdre un jour est déjà, en soi, une source de douleur, d'inquiétude et d'angoisse anticipatoire pour eux. Il est tellement plus constructif et plus aimant de chercher à créer et à nourrir des moments de partage qui soient basés sur la joie pure, l'envie mutuelle, le plaisir authentique d'être ensemble, la légèreté plutôt que sur la culpabilité, la peur, le reproche ou le chantage affectif, même s'il est totalement inconscient de votre part. Exprimez simplement, directement et positivement votre désir de les voir, votre plaisir à être en leur compagnie, votre besoin de leur présence. J'adorerais vraiment que l'on puisse organiser un déjeuner ensemble la semaine prochaine. Cela me ferait un immense plaisir de passer ce moment avec vous tous. Mais essayez de le faire d'une manière qui ne les charge pas d'un fardeau émotionnel supplémentaire, d'une angoisse inutile ou d'un sentiment d'urgence anxiogène et contre-productif. Laissez-leur l'espace et la liberté de répondre à votre invitation avec leur propre élan de cœur. Chers amis, chers aînés, chers compagnons de route sur ce chemin de la vie, la communication au sein d'une famille, entre les générations, avec toutes ses complexités, ses non-dits, ses héritages émotionnels, est un art subtil, un équilibre en perpétuelle recherche, un apprentissage de chaque instant, un défi quotidien, surtout lorsque les expériences de vie, les valeurs, les perspectives, les modes de pensée et les sensibilités diffèrent parfois autant. Ces quelques exemples de phrases que nous avons explorées ensemble aujourd'hui, avec, je l'espère, toute la nuance et la bienveillance requises, ne sont absolument pas là pour jeter la pierre sur qui que ce soit, ni pour établir des règles rigides et universelles de communication. Elles sont bien plutôt une invitation sincère à une réflexion personnelle, honnête, courageuse et constructive pour chacun d'entre nous.
L'amour immense, inconditionnel, que nous portons à nos proches est un trésor inestimable, un joyau précieux, et il mérite d'être exprimé, communiqué, partagé et reçu d'une manière qui le renforce, qui le magnifie, qui le fasse grandir et qui nourrisse les liens en profondeur, plutôt que de créer, sans le vouloir, sans le savoir parfois, des malentendus, des frustrations, des non-dits pesants ou des blessures involontaires qui peuvent laisser des traces durables et douloureuses dans les cœurs. L'écoute active, patiente et véritablement sincère, le respect inconditionnel et profond de l'autonomie, de l'intégrité et des choix de vie de chacun, la reconnaissance humble et lucide des différences de perspective, de rythme et de priorité, et la volonté farouche, chaque jour renouvelée, de comprendre l'autre, de se mettre réellement à sa place, de ressentir ce qu'il ressent, sont des clés essentielles, des piliers fondamentaux pour des relations harmonieuses, saines et durables. Et n'oublions jamais, dans cette démarche d'amélioration continue de notre communication, que nos proches, eux aussi, avec leurs propres imperfections, leurs propres maladresses, leurs propres filtres, nous aiment de tout leur cœur et ont leur propre manière, parfois déroutantes ou difficiles à décrypter, de nous le montrer, de prendre soin de nous et de nous exprimer leur attachement. La bienveillance mutuelle, la patience infinie, la capacité à pardonner et à demander pardon sont le ciment indestructible des relations qui traversent le temps, les épreuves et les générations. Merci infiniment de m'avoir accordé votre précieux temps et votre attention soutenue. J'espère de tout cœur que cette réflexion partagée vous sera utile, qu'elle vous apportera quelques pistes concrètes pour embellir encore davantage vos précieuses relations familiales et amicales. Prenez grand soin de vous, de vos mots et de vos liens.